Al 24 News, bienvenue à notre couverture spéciale escalade au Moyen-Orient. L'Iran, cible de frappe américano-sioniste d'une ampleur exceptionnelle. La riposte iranienne ne s'est pas fait attendre. Mais sommes-nous arrivés au point de non-retour régional, mais aussi mondial de manière indirecte ? La mort de l'ayatollah Khamenei avec d'autres figures politiques et militaires signe le bouleversement de l'ensemble de l'architecture géopolitique de la région. L'Iran a décrété 40 jours de deuil. Les démonstrations de solidarité des Iraniens en mémoire de leur guide suprême a été forte, encore à l'heure où je vous parle. Les informations sont sporadiques, voire minimes, mais au-delà, on aimerait savoir si cela inquiète le monde entier, c'est-à-dire est-ce que nous rentrons dans une guerre élargie ou plutôt une opération militaire limitée? On en parle et c'est tout de suite. Bombardement historique contre l'Iran qui riposte en prenant à partie beaucoup d'États de la région. La mort de l'ayatollah Khamenei a été durablement ressentie au sein même du pays, voire au-delà. Et si jamais nous avions basculé dans un vide géopolitique mondial dont les conséquences sont imprévisibles, on en parle avec nos invités du jour. Tout d'abord, Badis Renissa, bonsoir. Bonsoir et Saraf Torkom. Saraf Torkom, expert en questions internationales, bienvenue. Merci. Également avec nous ce soir, Kamel Mansari, journaliste et également spécialiste des questions internationales. Bienvenue, Kamel Mansari. Saraf Torkom. Et à côté de vous, nous avons Lamine Chikri, journaliste et également observateur des thématiques internationales. Bienvenue. Merci, Saraf Torkom, merci pour l'invitation. Et en direct de Bruxelles, il est avec nous, ce que me dit la régie en tout cas, Michel Collomb. Bonsoir. Bonsoir. Journaliste, responsable d'investigation et surtout auteur. Bienvenue. Alors, on va commencer avec vous, Michel Collomb. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? L'Iran était sur le point, d'après beaucoup de médias, était sur le point de signer un accord nucléaire. C'est le ministre des Affaires étrangères omanais, Badr el-Boussaidi, médiateur dans ces accords qui ont eu, c'est pourparlers qui ont eu à Genève jusqu'à dernièrement, qui le dit hier à CBS. Il dit que les Iraniens étaient prêts à signer absolument tout, aller loin dans les concessions, c'est-à-dire zéro stock d'uranium enrichi, vérification totale de leur arsenal nucléaire civil. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Tous semblaient réunis pour signer un accord et puis ces frappes américano-sionistes sont intervenues pour la deuxième fois, on le rappelle. Écoutez, ça prouve que le problème n'était pas le nucléaire, que le problème n'était pas un accord à négocier. Je rappelle qu'il y avait déjà eu un accord en 2015 qu'il a été brisé par Trump, par les États-Unis. Et donc, ça prouve que le véritable but était le changement de régime, c'est-à-dire la prise de contrôle totale du Moyen-Orient via Israël, via les monarchies arabes complices. Et donc, il fallait éliminer l'Iran, comme il faut éliminer le Hezbollah, le Hamas, la résistance palestinienne. Et donc, c'est ça le vrai objectif. Donc, tout le reste était des prétextes. Ça nous rappelle un peu, personnellement, c'est comme ça que je vous ai connu lors de la campagne en Irak en 2003, où vous parliez à l'époque de prétexte à la guerre. Je reste encore avec vous, Michel Collomb. Dernière question. Après l'assassinat du guide suprême, l'imam Khamenei, dans 32 frappes ayant emporté d'ailleurs sa petite fille et son gendre et d'autres membres de sa famille, on a vu une foule immense se rassembler sur la place Enraleb à Téhéran ou encore sur la place Imam Khomeini à Ispahan. Les Américains pensaient sans doute qu'en tuant Khomeini, ils décapiteraient totalement la donne, en tout cas ce qu'ils appellent le régime iranien. Selon le négociateur Steve Witkoff, il le dit lui-même, on a du mal à comprendre ou cerner les Iraniens. Qu'est-ce que vous avez à nous dire au sujet de cette équation iranienne? J'étais en Iran 2-3 fois il y a un an environ. J'ai pu constater que, bien entendu, vous avez en Iran des opinions diverses en tout cas sur le gouvernement, sur les politiques suivies. Mais une chose qui est très très largement répandue, c'est l'attachement religieux, patriotique, à mon avis, d'une grande majorité de la population. Et donc, vous avez cette démarche typiquement impérialiste,
les États-Unis, les Européens en général, ils pensent tout en termes de chef. Et ils pensent que s'ils ont tué le chef, eh bien c'est fini, ils n'ont plus de problème. Ils sont incapables de penser qu'en réalité, un chef n'a de valeur que s'il y a un peuple avec lui et que le peuple a été préparé. Bien sûr, c'est un coup dur, mais on sait qu'ils ont tout préparé, que le fait de l'assassiner était tout à fait prévu. Et donc, on sait qu'il y a une structure de commandement et d'organisation qui va rester. Et je pense que Trump, il voudrait une guerre rapide pour différentes raisons, aussi parce qu'il n'a pas tellement de stock de missiles et que les Iraniens, à la fin de la guerre en juin, c'est eux qui gagnaient. C'est Netanyahou qui a dû appeler Trump en disant « Pitié, aide-moi, il faut qu'on arrête ». Et donc maintenant, les Iraniens vont épuiser la machine de guerre de Trump, qui est fragile. Hein. Je rappelle que beaucoup de généraux lui ont dit « tu ne peux pas gagner cette guerre ». Je rappelle qu'il y a une majorité, même y compris chez certaines tranches d'âge de son électorat républicain, qui est contre cette guerre. Je rappelle que Trump, il a fait campagne en disant « moi je vais arrêter la guerre éternelle ». Et c'est vraiment... je crois que le peuple aux États-Unis est très opposé à cette dictature, est très opposé aux mesures antisociales et antidémocratiques avec cette police fasciste de ICE. Et donc je crois que Trump, il a joué son va-tout. Il se dit que si il gagne rapidement une grande guerre, alors on va un peu oublier tous ces problèmes, toutes ces casseroles, et je crois que c'est exactement le contraire qui va arriver. Je pense que l'Iran tient, si on a un soutien international, s'il y a une bataille internationale de l'information pour démasquer les fake news de l'Occident, je pense que ça peut être une guerre fatale pour le régime aux États-Unis. Dernière petite chose, est-ce qu'il y a eu, vous avez vu une guerre informationnelle au sujet de l'Iran? Parce qu'au fond, c'est les médias internationaux, notamment américains et occidentaux, qui nous disaient qu'en décapitant le guide suprême, ça serait l'architecture du régime qui chuterait. Écoutez, il y a une guerre de l'information, c'est pas nouveau, c'est à chaque guerre, et je pense que on a un problème, nous en Europe en tout cas, je parle de ce que je connais, je parle des gens avec qui je discute tous les jours, et on a un problème, c'est que les médias mensonges habituels prennent, on a réussi à insuffler une peur de l'Iran, on a raconté des histoires sur 32 000 victimes, sur toutes sortes d'atrocités, alors qu'il a été documenté, et nous l'avons diffusé, que le Mossad avait organisé toute une infrastructure pour provoquer des émeutes et justifier une intervention, ça a échoué. Et donc on a beaucoup de mensonges et beaucoup de travail, à mon avis, pour un réseau international de contre-information. Merci Michel Collomb d'avoir été des nôtres. Je rappelle que vous êtes auteur et journaliste. Merci pour ces éléments et je vous dis à bientôt. À bientôt. Alors, on va prendre un peu de distance et de vue. On a vu ensemble, ici on a traité les sujets sur le bombardement de l'Iran et tout le monde s'est posé la question sur les conséquences prévisibles de cette série ou de cette séquence de bombardement américano-sioniste. Badis Renissa, quelles seraient selon vous les premières conséquences de ces bombardements décidés par Trump et Netanyahou? D'abord, il faut revenir sur la guerre elle-même. C'est-à-dire qu'on est dans une deuxième séquence. On a vécu la guerre des 12 jours, notamment celle de juin 2025, dans laquelle il y avait un certain prélude. Sauf qu'aujourd'hui, on a certains faits marquants qui sont nouveaux. D'abord, à commencer par la riposte de l'Iran elle-même. C'est une riposte régionalisée. Et non pas comme pour la première séquence où elle se limitait que sur des cibles de l'entité sioniste. D'une part. D'autre part, nous avons aussi un prélude qui a commencé non pas par les négociations, puisque ça a été évoqué effectivement, comme pour la première séquence où on a attaqué l'Iran pendant les négociations, et qui plus est pendant, je dirais, une dynamique favorable et positive qui a mené vers peut-être quelque chose de dénouement, sauf que, comme pour la première séquence, l'entité sioniste a préféré s'attaquer à l'Iran, pour créer une contre-dynamique négative et surtout aussi pour damer le pion et pousser l'Iran à l'erreur, donc à la riposte. Mais avant ces négociations, je vous rappelle qu'il y a eu aussi un épisode très important qui est celui de soulèvement ou le pseudo-soulèvement de la société civile iranienne, pour laquelle beaucoup de pays en Occident, à commencer aussi par l'entité sioniste qui voulait
le changement du régime, le régime par les fondations, à savoir le peuple, le soulèvement du peuple. Peine perdue, puisqu'on a bien vu qu'effectivement, c'était un coup d'épée dans l'eau. Donc on est amené à sortir des négociations pour avoir une manœuvre dilatoire en géopolitique, en géosécurité, pour gagner du temps. D'abord, pour avoir le renfort nécessaire, parce qu'une guerre, ça coûte cher. Une guerre, c'est un coût aussi humain, mais surtout aussi matériel. Donc là, on a bien vu toute l'armada américaine qui s'est mobilisée, notamment avec le plus grand porte-avions quand même américain, le Lincoln, juste en face. Et puis ensuite, nous avons effectivement l'armement ou le surarmement de l'entité sioniste, que je rappelle a été affaibli pendant la guerre des 12 jours. Rappelez-vous, à peine 30% des missiles iraniens ont été interceptés. Le dôme de fer, finalement, à ce moment-là, a été très fragilisé de l'aveu de plusieurs experts militaires. Donc, pour parler des conséquences, d'abord, on comprend un peu l'amont pour aller vers l'aval. L'aval, effectivement, nous avons vu, même si on parle d'agression de l'entité sioniste face à l'Iran, qui est en violation d'ailleurs de l'article 2, alinéa 4 de la Charte des Nations, et d'ailleurs un article qui est figurez-vous, applicable dans les deux sens, c'est-à-dire pour l'Iran et contre l'Iran, puisque la riposte a été régionale, elle a été contre des pays souverains, des pays du Golfe notamment, le Qatar, y compris le Sultanat d'Oman. Le Sultanat d'Oman qui a contribué pleinement et d'une manière dynamique et même neutre pour essayer de trouver une issue à cette guerre. Donc, même lui n'a pas été épargné. Donc cet article s'applique dans les deux sens concernant l'Iran. Et puis vous avez l'article, bien évidemment, 51, par rapport au principe de légitime défense, où l'Iran s'est trouvé dans l'obligation de répondre, mais pas que, comme pour juin 2025, envers la cible de l'entité sioniste, mais aussi envers les pays limitrophes, envers les pays du Golfe, y compris envers les intérêts américains, puisque au moment où on parle, on dénombre quasiment plus de 3 militaires américains qui ont été tués, plus des blessés. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a une reconfiguration, certes, de la géographie et la géopolitique de la région, mais au-delà de ça, cette guerre a mené effectivement l'Iran à riposter, ce qui est quasi normal, on va dire, parce que c'est un pays souverain qui se doit de se défendre, question de principe et question aussi de perspective. Et de droit international aussi. Et de droit international également, et surtout, d'ailleurs, on pourra en parler par la suite sur la délégitimation de l'ONU et du droit international. Mais moi, ce qui me frappe le plus comme conséquence subsidiaire, indirecte, qu'on pourrait peut-être développer par la suite dans les semaines et mois à venir, c'est la réaction des pays du Golfe. Puisque vous avez vu qu'au-delà des communiqués, il y a quand même une riposte assez frontale qui est aussi, je dirais, normale et logique, notamment de pays qui sont agressés dans leur souveraineté, sur leur territoire. Pour certains, il y a eu des dégâts matériels, d'autres, il y a eu des pertes humaines. Donc je pense que cette guerre aussi, et c'est au bénéfice, malheureusement, de l'entité sioniste, c'est qu'elle déstabilise ou elle essaye de déstabiliser l'Iran, et en même temps, elle isole l'Iran des pays du Golfe. Quand on sait que, rappelez-vous, quelques mois, années en arrière, la médiation chinoise qui a permis le retour à la normale des relations entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, y compris aussi avec d'autres pays du GCC, donc du pays du Golfe. Donc je pense qu'aujourd'hui, je dirais, après cette guerre, on va faire le bilan, et certainement le bilan en matière de relations des pays avec l'Iran dans la région seront exécrables. Lamine Chiri, les conséquences de prime abord après cette série de bombardements qui risquent de durer, parce que c'est une guerre qui risque d'être longue. Oui, c'est une guerre qui risque d'être longue, qui risque d'être courte. On n'en sait rien encore. Hein. Première conséquence, j'allais dire, si elle est longue, les prix du baril vont exploser. On pourra parler d'un baril entre 80 et 100 $, si elle est longue. Si elle est courte, les prix du baril vont augmenter un peu puis redescendre. Ça, c'est une des conséquences immédiates de cette guerre. Mais ce qui me retient mon attention, c'est aussi la première fois que, enfin, je ne sais pas si c'est la première fois, mais c'est la première fois que les États-Unis passent outre le feu vert du Congrès. C'est-à-dire, d'habitude, on passait outre le feu vert des Nations Unies, du droit international. Cette fois-ci, les Américains sont passés Trump, l'administration Trump, est passé outre le Congrès américain. On met de côté la séquence vénézuélienne. Hein. Absolument, absolument. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a banalisé le fait de ne plus respecter aucune j'allais dire,
règles ou morales. Donc ça s'est banalisé. On fait la guerre comme si on allait acheter des petits pains. Et de mon point de vue, ça c'est gravissime. Un autre point qui m'intéresse aussi, c'est un peu la banalisation aussi informationnelle en Occident qui ne relève pas justement les violations du droit international, les violations du droit national américain. La guerre est perçue en Occident comme si c'était une affaire tout à fait banale. Hein. Et donc ça, effectivement, c'est un défi important pour les pays du Grand Sud, hein, dont nous faisons partie. Donc il faudra prendre en considération le fait que l'Occident aujourd'hui, à sa tête les États-Unis, ne respecte plus rien, plus personne. Et ça risque de devenir un fait aggravant des conflits qui ont lieu à travers le monde aujourd'hui. Hier, Bahreïn et la France ont demandé une réunion d'urgence au Conseil de sécurité et ça a été un non-événement, Kamel Mansari. Ça rejoint un peu ce que vient de nous dire le Minchir, c'est-à-dire que le cadre juridiction internationale est en train de s'émietter. Oui, mais il faut préciser que nous ne sommes pas dans la banalité quand même. Il y a en Occident une forte opposition à cette guerre. Prenons l'exemple de Pedro Sánchez. La déclaration était formelle et directe et dire que c'est une agression contre un peuple souverain, contre un pays qui était justement en train de négocier pour une solution de paix, une solution diplomatique. Donc nous sommes dans une certes, il est l'administration Trump parce qu'il faut faire la différence. Il faut faire la part des choses entre l'administration Trump et la base de son parti, y compris au sein des centres de décision où sont toutes les voix qui sont proches des centres de décision qui sont contre cette guerre. Donc on n'est pas dans la banalité, on est plutôt dans une logique d'un système où, si vous voulez, on peut le qualifier de gang qui a décidé d'aller faire la guerre à l'Iran pour le compte d'Israël, parce que la logique et le discours et la rhétorique de l'administration Trump étaient de dire que nous ne pouvons pas coexister avec ce régime. Donc le but était de faire tomber sur le régime iranien. Aujourd'hui, on se découvre que le régime iranien, il est impossible, d'après les analyses de tous les experts aux États-Unis, y compris les think tanks proches des centres de décision, ils disent qu'il est impossible de faire tomber un régime par des frappes aériennes. C'est impossible. Donc il faut aller vers une opération terrestre que Trump ne veut pas faire et qu'il est impossible de faire, pas parce qu'il ne le veut pas, parce que c'est impossible sur le plan géographique. Et l'Iran est un grand pays avec une grande population de 95 millions, donc c'est impossible. Donc qu'est-ce qu'il y a eu à faire? Ils veulent décapiter ce régime. Or, les séquences où les frappes qui ont eu lieu n'ont pas brisé la chaîne de commandement en Iran. Le régime est sorti, il est fort. C'est-à-dire qu'ils ont pu remplacer les chefs qui ont été tués, assassinés, et même la mort du guide de la révolution, c'est-à-dire Ali Khamenei, n'influence pas dans le centre de décision. C'est une perte symbolique. Sur le plan psychologique, pour la population, elle est affectée, mais le fait que le commandement en Iran reste solide, et le fait il y a une différence. Badis a parlé de la séquence de jours, la guerre, où il y a eu une riposte à partir de 6 heures. Aujourd'hui, hier, on a vu que la riposte iranienne, elle a été en 2 heures maximum. Donc, d'ailleurs, ils étaient préparés. Et en plus de ça, les attaques qui ont ciblé les bases américaines dans les pays du Golfe étaient relevées d'une décision politique, elle n'était pas militaire, parce que les militaires agissent, mais ceux qui ont pris cette décision, ce sont les politiques. Pourquoi? Parce qu'ils sont avec un pays voisin, et ils connaissent la vulnérabilité de cette région, et ils connaissent les répercussions de leurs actes. Pour eux, en étant, parce que, voyez, vous avez des bases militaires qui sont en train de participer à l'opération de l'agression de l'Iran. La base navale du Bahreïn et celles du Qatar sont celles qui sont en train... D'un côté, il y a le radar, et d'autre, il y a la zone d'approvisionnement des navires américains. Donc nous sommes aujourd'hui, les Américains se disent, il faut aller décapiter ce régime. Aujourd'hui, ils découvrent à leur stupeur que cette population est avec leurs dirigeants. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont mal analysé, ils comprennent mal le système ou l'architecture complexe du régime iranien. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Non, il y a une réalité à laquelle il faut toujours
revenir à la rhétorique américaine. Depuis 1979, c'est le régime. Parce que ce régime-là est anti-israélien. C'est-à-dire que la révolution islamique, elle a déséquilibré les équilibres de force qui étaient dans la région. Le Shah était pro-israélien. Il n'a jamais constitué une menace pour Israël. Et aujourd'hui, l'Iran, après toutes ces années-là, en dépit des sanctions, en dépit de la loi d'Amato, en dépit de tout ce qui a été fait, on découvre que ce régime-là reste le dernier rempart face à Israël. Parce qu'aujourd'hui, le discours et ce scénario du grand Israël revient sur la scène israélienne et revient devant la scène de l'actualité. On parle sans gêne du grand Israël. Auparavant, on n'en parlait pas, on le faisait en catimini, mais aujourd'hui, au sein de la société israélienne et au sein de la classe politique israélienne qui s'est transformée, parce que les dernières années, elle s'est radicalisée, elle correspond plutôt à l'extrême droite, c'est ça la rhétorique ou le postulat de cette classe politique. Donc, parler de grand Israël, l'Iran, le régime actuel, constitue une menace. Donc, il est pour l'administration américaine, qui est devenue pratiquement le bras armé d'Israël, il faut décapiter ce régime après ce qu'ils ont constaté comme défaite du Hezbollah, affaibli, la Syrie a disparu, les Houthis sont dans une situation de vulnérabilité. Donc ils se disent que le dernier qu'il faut prendre et qu'il faut démolir, c'est bien le régime. Or, on constate que cette opération-là n'a pas réussi et que finalement le régime se maintient, que les centres de décision et le chaîne de commandement sont intacts, et en plus, ce qu'on a vu aujourd'hui, la riposte continue. C'est-à-dire les Américains frappent et les Iraniens reprennent le dessous. On me dit que Karim Belgassem est avec nous. Karim, est-ce que vous m'entendez? Expert en géopolitique, vous intervenez à partir de Lyon. Bonsoir. Bonsoir Karim, je vous entends. Bonsoir à tous. Alors notre discussion nous a emmenés au cœur du système Trump. On se posait la question de la raison de ces bombardements. La différence entre le premier mandat et le deuxième mandat de Trump, c'est qu'on s'est dit que Trump s'était débarrassé un peu des néoconservateurs. En tout cas, c'est ce qu'il disait, c'est ce qu'il affirmait. Il parlait souvent d'attaquer l'État profond américain. On voit que résultat des courses, en un an, c'est 8 pays qui ont été bombardés et finalement l'Iran a été bombardé. Qu'est-ce que cachent ces bombardements? Quelle est la stratégie? Alors, tout d'abord, relativisons certaines choses. Il a effectivement bombardé 8 pays, mais quels ont été les succès concrets? Trump s'était vanté d'avoir créé et favorisé la paix entre l'Inde et le Pakistan. Ce n'était absolument pas le cas. Même le Premier ministre Modi l'avait démenti. Il s'est vanté aussi d'avoir été impliqué dans la paix entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, ce qui était totalement faux. Là, on assiste quelque part à une répétition de ce qui s'est passé l'été dernier entre Israël et puis l'Iran. En fait, la stratégie de Trump, elle est, je dirais pas qu'elle est claire, mais derrière l'Iran se cache éventuellement et même certainement la Chine et puis la Russie, puisque l'Iran est un État membre des BRICS. Donc il y a cet aspect économique, parce que n'oublions pas que les États-Unis, leur plus grande hantise, c'est d'être détrônés par la Chine, sachant que les États-Unis sont la première puissance mondiale, mais qu'en termes de parité de pouvoir d'achat, c'est la Chine qui est numéro 1. Donc la hantise et la plus grande catastrophe qui pourrait aussi arriver aux États-Unis, c'est de perdre ce leadership économique. Et donc derrière ces bombardements envers l'Iran, le nucléaire, le prétexte du nucléaire et des manifestations du peuple iranien dont les Américains se fichent royalement, il y a aussi l'approvisionnement au pétrole de la Chine. La Chine, en tout cas, fournit des renseignements et sert aussi de diplomatie sur le dossier iranien. Donc, quelque part, Donald Trump s'attaque à la Chine de manière détournée. Et votre collègue en a parlé il y a quelques secondes. Il y a aussi l'influence sur Donald Trump, les chrétiens évangélistes qui sont alliés avec certains extrémistes israéliens qui ont ce projet messianique de la création du grand Israël. Alors peut-être que ce sont des choses qui dépassent Donald Trump, puisque c'est un businessman farouche, et que je pense qu'à un moment la raison pourrait l'emporter, puisqu'on va attendre demain matin l'ouverture des marchés financiers et pétroliers, puisque l'économie et la réalité
économiques et les indices macroéconomiques ont jusque-là fait ralentir les velléités hégémoniques de Donald Trump. Alors, est-ce que ça le freinera totalement? Sans doute que non, mais n'oublions pas que ça l'avait quand même, l'histoire des droits de douane l'avait quand même refroidi un tout petit peu. Mais voilà, rien n'est dû au hasard. Donald Trump, de toute manière, était acculé et n'avait pas le choix que de bombarder l'Iran avec Israël. Maintenant, et je rejoins aussi mes confrères, l'Iran n'est pas en situation de faiblesse, bien au contraire. L'Iran essaye d'impliquer tous les pays du Golfe et de la région, puisque je dirais que le bal est ouvert, et bien désormais, donc l'Iran joue le jeu et les Iraniens ne sont pas parfaitement conscients des conséquences. Karim, je vous pose une question avant la coupure publicitaire. Après l'annonce de la mort du guide suprême et conformément à l'article 111 de la Constitution de la République d'Iran, une période de transition formée de 3 personnes assurera donc la transition durant 40 jours. Est-ce que les Américains, comme le disait Michel Colomb, Badis Renissa ou Kamel Mansari, est-ce qu'ils auraient mal analysé la structure complexe et politique de l'Iran ? Alors, ce ne serait absolument pas surprenant parce que n'oublions pas que les principaux conseillers de Donald Trump, et ce n'est pas vraiment une surprise, je vais rentrer un peu plus en profondeur, c'est que les connaissances des conseillers de Trump en matière de Proche-Orient et disons même en géopolitique, on peut les soupçonner d'avoir des connaissances assez limitées. Et ce n'est pas d'une plaisanterie de dire que vous avez pas mal d'Américains qui ne sont pas capables de faire la différence entre les chiites et les sunnites. Donc voilà, il y a aussi le problème d'une certaine inculture, d'un manque d'information et d'un manque véritable de renseignements sur la situation actuelle. Et puis également, j'en avais parlé avec vous, Karim, hier soir dans votre émission, la sous-estimation constante de l'Iran et de son mode de fonctionnement, sans compter ses capacités militaires. Les Iraniens sont bien préparés, ils sont conscients, je vous le disais, des conséquences, et je pense que les leaders américains n'en ont absolument pas conscience. Lamine Chiri, peut-être une intervention sur ce qui vient d'être dit. Oui, tout à fait. Je voudrais dire un petit mot sur ce que vient de dire notre ami, sur la force iranienne. Incontestablement, les Iraniens sont une puissance régionale, mais il y a un grand mais, l'appareil sécuritaire iranien, c'est un gruyère, c'est-à-dire qu'ils sont totalement infiltrés de bout en bout, et le fait que toute la structure, leadership iranienne ait été décapitée de cette manière, pose vraiment des questions sur cette puissance. Donc c'est juste pour mettre un petit bémol sur cette... Il y a des petites faiblesses, des petites lacunes. De grosses lacunes, puisque c'est le leadership qui a été décapité. À leur tête, le chef, le guide suprême, c'est-à-dire, on parle de Ali Khamenei. On revient juste après Lamine Chiri, juste après cette coupure. Pub, à tout de suite. Moyen-Orient, escalade avec les frappes américano-sionistes. On s'était arrêté lors de la fin de la première partie, en évoquant la volonté de décapiter le système politique iranien et ainsi que les grandes figures politiques de l'Iran, à qui on avait peut-être trop résumé l'équation iranienne. On a vu que ce n'était pas le cas, puisque la majorité des figures iraniennes avaient désigné bien avant la guerre des remplaçants, ce qui en dit long sur le niveau de préparation de ce régime iranien. Et je crois que Kamel Mansari voulait réagir. Ah oui, à propos justement du fait que les équilibres de force, l'équilibre de force est en faveur des États-Unis et d'Israël, il faut le reconnaître. De l'autre côté, les Iraniens résistent. Mais toujours est-il que ce pays-là n'est pas simplement subi une véritable campagne, c'est-à-dire technologique, c'est-à-dire la puissance de renseignement qui est entre les mains
des Américains, des Britanniques, des Français, des Allemands, des Israéliens, laisse supposer que ce pays-là on peut l'infiltrer. Donc ce n'est pas simplement, c'est un pays qui fait face à une armada d'intelligence incroyable. Donc, selon Lamine Chéri, disait que c'est déjà infiltré, ils sont déjà infiltrés. Oui, infiltrés parce que déjà, il faut revenir, quand on revient à ce qui s'est produit en janvier dernier, les manifestations fin décembre, janvier, on voit que même si lorsque les autorités iraniennes ont fermé Internet, ont fermé Internet, Starlink s'est installé, donc Elon Musk a posé ses satellites pour permettre aux Iraniens, enfin pas dire cette opposition présumée, d'utiliser l'Internet et de faire en sorte à ce que justement qu'il y ait une véritable campagne, y compris de désinformation, contre les autorités iraniennes. Qui avait été coupé, hein, Starlink avait été coupé. On voit aujourd'hui que c'est un pays qui est déjà sous sanction, qui n'a pas toute la technologie possible pour lui permettre de contrecarrer le travail d'intelligence fait par une puissance américaine qui a une force, une maîtrise technologique inouïe. Donc c'est impossible. On peut dire qu'il est gruyère ou pas, mais il faut reconnaître la réalité que ce pays-là subit depuis 1979 une véritable campagne, et en plus de ça, pour avoir la technologie pour contrecarrer, d'ailleurs, comment se fait-il que des messages sont passés par une application qui est très utilisée par les Iraniens pour leur dire de se rendre ou bien de se soulever contre le régime, contre les autorités iraniennes. Donc on a un petit peu cette façon de comprendre que de l'extérieur, la technologie joue un rôle important. Mais il faut rappeler encore une chose. Dans cette agression, il y a un élément nouveau. C'est que Israël fait partie du CENTCOM. Auparavant, on n'en faisait pas partie. Elle est partie intégrante du CENTCOM, c'est-à-dire le centre de commandement américain, a inclus. Donc, ce qui démontre que la façon, ou bien que la stratégie américaine dans la région, parce que cette participation israélienne dicte un petit peu, oriente la politique étrangère américaine dans la région. C'est pour cela que aujourd'hui, cette guerre est totalement israélienne, appuyée par l'armada et toute cette puissance américaine. Lorsqu'on voit qu'il y a 2 grands porte-avions, le Lincoln qui est sur place, et on a le Ford qui est en train, sur le flanc ouest de la Méditerranée, qui est en train le flanc ouest de l'Iran, pour justement contrecarrer, participer à cette agression. On a une trentaine de croisières et de frégates, sans parler des aéronefs qui sont en train de participer à cette guerre, en ajoutant les forces israéliennes. On voit que ce pays-là, avec les moyens technologiques qu'il a, elles sont limitées forcément. Donc pour revenir aux objectifs américains, il y a lieu de rappeler une chose, que ce qui les intéresse, il y a une liste qu'ils ont posée. Trump à chaque fois il revient, même s'il ment, ou il fait de la propagande, ou il fait un petit peu de la diversion, parfois il dit une chose et son contraire, mais il y a une liste de cibles, des objectifs. D'abord, c'était faire tomber ce qui est appelé le régime iranien, ce qu'ils appellent le régime iranien. La deuxième des choses, c'est arriver à éliminer le système balistique et non pas nucléaire, parce que le nucléaire pouvait... D'ailleurs, les Iraniens, cette fois-ci, comme l'a dit Bousséridi, sont arrivés à accepter le fait que l'uranium soit transféré à l'étranger, en l'occurrence en Russie, pour mettre fin au dossier du nucléaire, pour qu'il ne soit plus un alibi. Mais les Israéliens ont peur de quoi? Ont peur des missiles. Ils ont dit il faut... Comme aujourd'hui, on avait les B2 qui ont attaqué des installations que les Américains ont dit qu'elles cachaient les centres d'envoi ou de tir des missiles israéliens. Donc c'était un petit peu ça. Donc le deuxième objectif, c'est de neutraliser ou démolir entièrement les installations de missiles. Donc ce n'est pas simplement une question de régime. Ce n'est pas une question de nucléaire, il y a aussi les capacités militaires de l'Iran. Or, mais sur le terrain, on voit aujourd'hui qu'il y a eu des batailles navales, c'est pour la première fois. C'est la première fois depuis la Deuxième Guerre mondiale que les Américains font face à un défi de la marine. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il est impossible pour les navires américains de pouvoir s'approvisionner en carburant au Bahreïn. Ils sont obligés de revenir sur la base de San Diego, et pour revenir à la base de San Diego, il faut 6 jours. Donc c'est un défi pour la marine américaine, et je pense que c'est l'un des éléments qui vont pousser les Américains à revoir la stratégie de guerre et justement revoir entièrement
l'utilité de cette guerre. D'où les bombardements ciblés de l'Iran, c'est-à-dire on ciblait un peu les nœuds logistiques qui permettaient à l'alimentation. On l'a entendu, je vais terminer avec ça, on a entendu Trump parler du fait que maintenant qu'ils ont frappé, ils ont brisé les têtes des autorités iraniennes, le régime qu'ils appellent le régime. Aujourd'hui, on a évoqué, je ne sais pas si on a vu ce qui a été écrit par le Yediot Ahronoth, qui est l'un des plus importants publications s'agissant des questions iraniennes. Donc ils ont dit que les États-Unis sont en train de chercher une issue pour mettre fin à la guerre en ayant recours aux Italiens pour pouvoir terminer la guerre dans les prochains jours. Donc tout simplement proposer un cessez-le-feu qui a été Absolument, refusé par l'Iran. Oui, tout à fait. Badis Renissa, il y a une chose qui nous interpelle au milieu de cette séquence de bombardement, c'est que les sionistes ont trouvé exactement où se trouvait le guide suprême à un moment T. On a parlé de 32 salves de missiles et il a finalement été tué, comme le disait d'ailleurs Netanyahou il y a des semaines, en disant, il ne l'a pas caché, je vais tuer le guide suprême, il faut qu'il soit éliminé. Comment vous expliquez ça? Il y a une infiltration? C'était une erreur? Alors bien avant lui d'ailleurs, Donald Trump avait évoqué sa volonté de pouvoir, éliminer le guide suprême quand il le veut. Ça sous-entend qu'effectivement, en matière de renseignement, sa localisation n'était un secret pour personne, encore moins pour les services secrets israéliens. Donc, c'est un fait. Maintenant, je reviens sur effectivement cette déliquescence, entre parenthèses, il faut appeler les choses telles qu'elles sont, du renseignement iranien. Elle s'explique aussi par, effectivement, l'infiltration de ces réseaux, mais une infiltration, attention, c'est-à-dire qu'un ancrage important. Beaucoup d'experts, notamment en expertise, mais surtout experts en matière de renseignement et de contre-espionnage, l'évoquent aujourd'hui. Mais moi, je pense que le point de rupture, ou le point, je dirais, où il y a eu vraiment ce cheval de bataille, notamment, où ce grand boulevard pour l'entité sioniste a infiltré durablement et profondément le service de renseignement iranien, c'est la Syrie. C'est la chute du Hezbollah. C'est la chute des résistances, notamment iraniennes, qui étaient sur le territoire syrien. C'est là où, effectivement, on a pu constater une infiltration, bien sûr avec des recrutements ciblés, avec aussi une frange iranienne frustrée, puisque nous avons vu les manifestations. Nous le voyons d'ailleurs à travers l'Occident, où certaines parties de la diaspora iranienne jubilent aux côtés de certains Occidentaux, comme s'ils avaient le critère notamment du bon ou du mauvais élève, ou du bon ou du mauvais État. Il faudra qu'ils nous l'expliquent à ce moment-là pour savoir comment faire chuter des pays et laisser d'autres qui promeut le génocide, qui promeut l'hégémonie, notamment à l'exemple de l'entité sioniste. Donc oui, il y a véritablement un gros problème en matière de renseignement. On avait peut-être espéré, pendant la guerre des 12 jours du mois de juin 2025, qu'il y a une refonte, notamment une refondation des structures, mais il s'avère que même parfois les structures qui sont censées être en charge d'être dans le contre-espionnage du Shabak et du Mossad sont elles-mêmes infiltrées. C'est pour vous dire qu'effectivement c'est le comble. Mais c'est très difficile en revanche. Rappelez-vous aussi, pendant la première séquence de la guerre des 12 jours, il y a eu des montages de drones sur le territoire iranien. C'est-à-dire qu'il y avait des postes avancés sur le territoire ennemi. C'est du jamais vu. C'était les premiers jours. C'était les premiers jours. Il y avait des casernes secrètes, notamment, qui a permis effectivement de donner cet aspect, ce caractère d'attaque massive, y compris de l'intérieur. Ça peut déstabiliser effectivement. Ça peut déstabiliser effectivement. On a parlé tout à l'heure effectivement de cette pyramide décisionnelle où c'est mal connaître d'ailleurs aujourd'hui la civilisation perse, quand je vois certaines déclarations notamment qui misaient sur la fin de cette guerre en quelques heures. On voit des messages solennels et officiels notamment qui demandent à l'Iran, ou en tout cas à son armée, de déposer les armes. Soyons un peu sérieux. Donc d'abord, c'est un pays qui a été attaqué dans sa souveraineté, qui a été aussi attaqué bien avant. Et je reviens sur cette guerre cognitive dont a fait l'Iran depuis quelques mois et quelques années déjà, puisque, vous savez, cette guerre, elle est révélatrice de plusieurs enseignements. Je pense que ça sera un cas d'école dans les écoles, notamment militaires, en matière de stratégie. D'abord, nous avons vu cette chronologie, notamment de jalons ou d'épisodes
de guerre cognitive ou dans laquelle on décrète que l'Iran est un pays à abattre, que le système politique n'est pas en adéquation avec la région, n'est pas en adéquation avec les perspectives de la région. Mais quelles perspectives? Qui fait ces perspectives? Qui établit cette architecture sécuritaire? Donc, ensuite, il faut revenir sur le mobile du crime, le mobile de cette guerre. Ça a été évoqué, le changement du système, mais pas que. C'est-à-dire que vous avez un Donald Trump avec son administration, effectivement, qui est très influencée par les MAGA et par les néoconservateurs, qui, eux, croient dur comme fer. Et nous avons vu quelques déclarations, notamment très limpides, d'un ambassadeur américain que je tairai le nom, qui avait évoqué le droit biblique de l'entité sioniste à s'accaparer des territoires dans la région. Et attention, c'est-à-dire l'Iran, mais d'autres pays, parce que quand on voit la carte du Grand Israël, beaucoup de pays sont inclus, qui sont aujourd'hui dans la normalisation ou qui se tendent vers une normalisation potentielle. Donc, il y a ce mobile du crime qui est porté par, effectivement, une administration américaine, celle de Donald Trump, elle, influencée par l'extrême droite, par cette extrême dogmatique, puisque c'est ça dont il est question, au même titre que Netanyahou. Alors, à la rigueur, Netanyahou, ça peut se comprendre. Il est influencé parce qu'il a été... c'était sa bouée de sauvetage, notamment cette extrême droite, qui lui a permis de revenir dans la scène politique et revenir en tant que Premier ministre. Donc, il y a un deal, si vous voulez, de win-win. Mais autant côté administration américaine, il y a effectivement une diplomatie transactionnelle, celle de Donald Trump, sa marque de fabrique, qui consiste, et rappelez-vous, au premier mandat, il a tout de suite établi des règles, notamment du donnant-donnant. Donc c'est vraiment, on est dans la transaction diplomatique. Le deal. Exactement, conjuguée à une diplomatie dogmatique, idéologique et religieuse. Et c'est elle la plus dangereuse. C'est un facteur, en effet, important. Alors, Karim Belgassem, est-ce que Donald Trump, en déployant les 2 porte-avions, est-ce qu'au fond, il avait le choix? Parce qu'il était peut-être allé trop loin pour renoncer à la guerre au dernier moment. Ça aurait été un aveu de faiblesse avec les 2 porte-avions, l'USS Abraham Lincoln et l'USS Gerald Ford. Cette force déployée qui coûte cher, avec des moyens logistiques qui sont lourds, qui ne sont pas inépuisables. Il devait forcément faire quelque chose. Ça coûte cher une guerre, on oublie de le dire. Et il était venu justement pour faire des économies. Est-ce qu'il ne se retrouve pas malgré tout piégé dans ces effets d'annonce et il est obligé de les traduire avec des faits? Et là, peut-être qu'il est un peu bloqué. Ça le rend vulnérable d'une certaine manière. Nous ne sommes plus surpris des contradictions de Donald Trump. Hein. Nous avons fait, vous et moi, Karim, pas mal d'émissions sur lui. Oui, quelque part, il n'avait pas le choix. Bien évidemment, s'il a déployé toutes ses forces, ce n'est pas par hasard, ce n'était pas juste pour faire de l'observation ou pour tirer 3 coups de fusil, pardonnez-moi cette image, mais il y avait comme une intention d'en finir peut-être avec le régime iranien, mais avant tout de faire une démonstration de force, puisque Donald Trump est toujours dans la démonstration de force. Il a fait plus ou moins la même chose avec le Venezuela il y a quelques semaines. Toute cette armada militaire est équivalente à ce qui avait été déployé pour la guerre en Irak en 2003. Donc effectivement, il n'avait pas le choix de reculer puisque ça aurait été vu comme un aveu de faiblesse. Et deuxièmement, il y a aussi l'influence de Benjamin Netanyahou qui, de toute manière, se serait chargé à un moment ou à un autre de faire le sale boulot. Alors, on peut supposer peut-être que Donald Trump vient en soutien d'Israël pour mieux canaliser les desiderata de Benjamin Netanyahou, puisque Benjamin Netanyahou veut la destruction de ce régime et l'installation d'un régime ami. Après, jusqu'où accompagnera Donald Trump sur les volontés de M. Netanyahou, on ne le sait pas. Il vient d'ailleurs de déclarer, Donald Trump, que la guerre risque de durer 4 semaines. Alors, n'oublions pas l'importance du temps également dans une guerre, puisqu'il faut laisser le temps au temps. Les guerres d'usure, ce n'est pas forcément très bon pour l'agresseur, puisque les agresseurs sont Israël et puis les États-Unis, n'oublions pas, bien entendu, de le dire. Donc, le temps risque de jouer en défaveur des États-Unis et d'Israël, puisque les Iraniens n'ont pas abattu toutes leurs 4 dans la région, on le sait très bien. Donc, Karim Belgassem, pardonnez-moi, pas le choix. C'est Kamal Mansari qui le disait à l'instant, d'après le journal Yediot Aharonot, qui a révélé, contrairement à aux fameuses déclarations de Trump, que ce dernier, selon le journal, que ce dernier chercherait à mettre rapidement
fin à l'opération entre guillemets américaine qui aurait tué, on le rappelle spectaculairement, le guide suprême et plusieurs hauts responsables iraniens. Mais Trump et les militaires américains espèrent une campagne courte de 4 à 5 jours pour contraindre l'Iran à accepter les conditions américaines au sujet du nucléaire et également des armes balistiques. C'est sorti aujourd'hui, ça. Oui. Oui, absolument. Et la déclaration que je vous évoquais, donc elle date aussi d'il y a quelques minutes. Donc ça souligne aussi toutes les contradictions de Donald Trump. Il a plutôt intérêt à effectuer une guerre courte pour ramener à la table des négociations les Iraniens qui étaient prêts et disposés à négocier de toute manière. Donc ce qui signifie que la guerre et cette opération militaire étaient voulues à un moment ou un autre. Mais voilà. Dans quoi se sont engagés les Israéliens et les Américains, puisque les Iraniens sont parfaitement préparés à cette guerre. Ils n'ont pas encore mis toutes les cartes sur la table et ils ont en réserve beaucoup de choses qui pourraient nous surprendre, contrairement au vocable que nous sommes en train d'entendre avec une diabolisation de l'Iran. Il y a par ailleurs le Premier ministre espagnol qui a appelé aussi à la raison que même si on déteste le régime iranien, cette opération militaire est injustifiée et contraire évidemment au droit international. Donc là, la question va être combien de temps va durer cette guerre, combien de temps vont durer ces échanges, et est-ce que ce fameux dôme de fer qui a été réactivé en Israël va de nouveau être fragilisé par les Iraniens? C'est également une forte probabilité qu'on ne peut exclure. Lamine Chéri, c'est vrai que l'armada déployée, tout à l'heure je disais que c'était une guerre longue par rapport au déploiement et l'investissement des militaires américains dans la région. Mais là, Trump, malgré ses envolées rhétoriques, il est obligé de prendre en compte le coût de la guerre. Absolument, absolument. Le coût de la guerre, c'est ce qui va justifier si ça va durer 4 jours, 1 semaine, 4 semaines. Donc c'est vraiment vital. Le coût de la guerre est vital pour Donald Trump. J'allais dire... allez, je vais dire une chose. À qui profite la guerre? Parce que ça, c'est déterminant. Hein? À qui profite cette guerre? Ben, contrairement à ce qu'on pense, je dirais que cette guerre profite aux Chinois. Hein? C'est un acteur qui n'est pas présent, mais c'est un acteur qui est en train d'observer et il a devant lui un champ d'expérimentation, grandeur nature, gratuitement. Il observe son adversaire, il voit comment il opère, quels sont les équipements militaires sur le terrain. Il prend tout son temps pour observer, engranger une expérience. Et c'est vrai que renouveler le stock américain, missiles, armements, ça va prendre beaucoup de temps. Il ne faut pas oublier que l'industrie américaine est en déclin, contrairement à l'industrie chinoise. Donc, in fine, nous sommes en train de voir un acteur majeur que sont les États-Unis sur un champ de bataille et un acteur majeur que sont les Chinois qui observent, hein, qui prennent tout leur temps. C'est un peu Sun Tzu. Gagner la guerre sans mener la bataille. Lamine Chéri, c'est tout le paradoxe de cette situation, puisque les Chinois sont toujours en train d'opérer les taux de douane sur les minerais rares qui rentrent dans la composition de certaines technologies militaires. Et c'est un chiffre qui est sorti cette semaine, 70% de l'armement de pointe américain est sous-traité par la Chine, c'est sorti cette semaine. Tout à fait. Justement, ça démontre la suprématie chinoise. Bien entendu, vous avez les médias du monde qui ne vous diront jamais ça. Hein, les médias occidentaux, bien sûr, vont vous parler que la guerre est due... l'objectif de la guerre serait de détruire l'arsenal nucléaire iranien et tutti quanti. Mais ça, j'allais dire, ça c'est un narratif occidental. Moi, je pourrais vous dire que l'objectif de l'attaque contre l'Iran, c'est peut-être lié au dossier Epstein. Hein? Parce que nous savons qu'il y a des documents
qui pourrait être mis en ligne de façon imminente et qui impliquerait le président Donald Trump. Donc, ça pourrait aussi être une façon de détourner ce problème interne. Second problème interne aux États-Unis. Aux États-Unis, on parle que de ça. On parle pas trop de la guerre en Iran, on parle que du dossier On parle d'Epstein, mais on parle aussi de la fissure à l'intérieur du mouvement MAGA. Le mouvement MAGA, c'est le mouvement cher à Trump, mais ce mouvement MAGA marche aux promesses que Trump avait faites à ses supporters en disant « plus de guerre » et on va utiliser l'argent de la guerre pour l'investir à l'intérieur des États-Unis pour offrir du travail et tout cela. Donc tout cela a été finalement abandonné par Trump. Donc au sein de ce mouvement MAGA, nous assistons aujourd'hui à des oppositions violentes, radicales. C'est pour ça que je dis que dans les semaines et les mois à venir, il ne faut pas oublier qu'en novembre prochain, nous avons les midterms américaines et que Donald Trump pourrait perdre sa majorité au sein du Congrès. Et il est dans son second mandat. Perdre sa majorité en novembre signifierait une réduction drastique de ses prérogatives. Donc, les enjeux, j'allais dire, internes... Ça a commencé, hein? Absolument. Ça a commencé avec le Congrès, avec les taux de douane... Tout à fait. Donc, les enjeux internes ne sont pas mis sur la table comme ils devraient l'être. Voilà un peu ce que je voulais dire. Kamel Mounsali, peut-être qu'il veut vous répondre. Bien sûr. Pas lui répondre, mais apporter un petit peu ce qu'il a dit. Mais bon, je reviens sur la question de la Chine. La Chine, cette guerre ne profite pas réellement à la Chine. Il ne faut pas oublier qu'il y a l'alliance de l'Eurasie. Donc l'Eurasie, c'est important. Et plus la route de la soie passe par l'Iran. C'est un acteur très important dans la route de la soie. Donc si on la sectionne, donc s'il y a un effondrement de l'État, dans l'État iranien, ça profitera plutôt aux États-Unis, pas à la Chine. Donc on est dans une configuration où les Américains veulent justement rompre et faire disparaître cette alliance russe, chinoise et iranienne. Donc cet axe-là, ils veulent le démolir pour pouvoir. Mais la Chine, certes, sera contrainte de revoir sa stratégie et revenir sur la mer de Chine, là où elle a le plus d'intérêt et le plus de problèmes sécuritaires. Mais pour revenir au coût de la guerre, certes, il y a, bien sûr, sur le plan interne, on ne néglige pas, Trump est au plus bas dans les sondages, jamais vu, donc, alors qu'il est à 37% selon Gallup. Et en plus de ça, 46% des jeunes Américains, et des Américains en général, sont contre Israël. C'est le plus jeune, jamais dans l'histoire des relations, dans l'histoire de l'Amérique, la popularité d'Israël n'a baissé autant. C'est-à-dire elle est à 37% qui sont toujours favorables à Israël. Par 46 sont contre. Le paradoxe même, ça existe, cette tendance existe même au niveau du mouvement MAGA. Hein. Justement, c'est MAGA parce que d'abord, le mouvement MAGA est né avec c'est elle qui a imposé une lecture et une démarche à Trump en matière de relations internationales, l'extérieur. C'est-à-dire, nous ne voulons plus être impliqués dans des guerres, nous ne voulons plus que nos soldats soient à l'extérieur des États-Unis, que le plus gros effort doit être fait à l'intérieur du pays. C'est-à-dire, c'est ça ce que ça signifie « Make America Great Again », c'est-à-dire retravailler les États-Unis, revenir à le fondement même des pères fondateurs, c'est-à-dire de s'occuper exclusivement de cette Amérique, même si dans le postulat de MAGA, il y a un peu ce qu'on appelle de la suprématie, de la logique suprémaciste, c'est-à-dire ce sont les Blancs qui ont conquis l'Amérique, qui l'ont construite, c'est à eux que revient les bénéfices de cette construction. Donc nous ne nous occupons pas de ce qui se passe à l'extérieur, revenons à cette Amérique. Isolationnisme. Oui, absolument. C'est-à-dire qu'il faut rester, c'est presque, on revient à une politique d'isolationnisme, et bien évidemment avec au support la théorie, la doctrine Monroe, ce qui signifie qu'il faut rester dans l'Amérique et interdire toute présence militaire étrangère dans les deux Amériques. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, les risques de cette guerre et les coûts, ils sont aussi... Si on imagine aujourd'hui qu'il y a... D'ailleurs, on entend beaucoup de voix qui disent que cette guerre est extrêmement dangereuse pour la région. Des pays comme la Turquie, qui est frontalière, il y a une frontière de presque 900 km, presque 1000 km entre la Turquie et l'Iran. Imaginez un effondrement de cet État, de l'Iran, qui est un microcosme, c'est une mosaïque de plusieurs communautés. Donc c'est vraiment... Et qu'est-ce qui risque de se passer ? Les chiffres et les pronostics parlent
d'une probable, si l'État s'effondre, s'il y a 30 millions de réfugiés qui vont se rendre en Turquie. Donc les Turcs sont en train de dire que cette guerre nous menace dans notre existence. Et même pour les pays du Golfe, c'est-à-dire ce sont des pays qui sont vulnérables. Vous voyez les populations aux Émirats ou au Qatar ou à Bahreïn, ce sont des petites populations. Demain, s'il y a un effondrement d'un État, on revient au scénario de 2003 en Irak. Lorsqu'il y a eu, qu'est-ce qui a donné lieu? Ça a donné lieu à l'apparition, à l'émergence de groupes terroristes. Et tous ces États-là, imaginez par exemple une menace sécuritaire sur Abu Dhabi, sur les Émirats, ce sont des investissements énormes qui vont s'arrêter parce que c'est un pays qui est basé sur les services. On reprend les discussions et les échanges juste après cette deuxième coupure publicitaire. À tout de suite. Troisième partie pour notre émission spéciale, couverture spéciale escalade au Moyen-Orient. Vous le savez sans doute, une séquence de bombardements qui se poursuit encore à l'heure où on parle, visant l'Iran, des bombardements des salles de missiles de la part de l'axe américano-sioniste. Bien entendu, les Iraniens ont répliqué immédiatement et ont visé non seulement l'entité sioniste, mais aussi plusieurs bases militaires américaines dans le Golfe, au Koweït, au Bahreïn, au Qatar, aux Émirats arabes unis et aussi en Arabie saoudite. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a affiché sa solidarité avec de nombreux pays arabes touchés par justement ces missiles. Alors la question qui se pose au-delà de ce qui s'est dit, pourquoi bombarder toutes ces bases au Moyen-Orient? Est-ce que c'est une volonté de faire pression, Kamal Mansari? D'abord, ce sont des points avancés de l'armée américaine, ce sont des bases. D'ailleurs, la base de Bahreïn, c'est une base militaire, c'est-à-dire navale, donc est importante pour le ravitaillement des navires américains, de la flotte américaine. Celle du Qatar, c'est celle qui constitue, où il y a le plus grand radar qui a été d'espionnage, qui constitue la première barrière des antimissiles qui visent dans le dôme de fer. Donc, ce sont des bases importantes. Et à partir de là, qui sont aussi parties certaines attaques. Donc, on est face à une obligation de l'Iran, d'ailleurs en fonction de leur capacité de missiles. Donc, de la portée des missiles arrive facilement dans ces bases-là, dans ces régions. Donc, neutraliser d'abord les premiers remparts de l'armée américaine avant d'aller encore plus loin. Donc, c'est un petit peu stratégique. Comme j'ai dit au départ, c'est une décision politique. Donc, c'est très important pour le commandement militaire d'ailleurs et le commandement politique en Iran de neutraliser cette partie-là. Et en même temps, démontrer qu'à ces pays-là, l'explication fournie par les autorités iraniennes, c'était dans une légitime défense. Donc ils attaquaient la cible la plus proche, donc la plus aisée, la plus facile, bien évidemment, et qu'ils ne visaient pas les pays en question. Donc ils visent un territoire américain à l'intérieur de ces pays-là. Donc c'était logique qu'ils réagissent à ça. Donc maintenant, bien évidemment, il y a des répercussions. Quand on se voit que certains missiles ont même raté leur cible, ils sont tombés dans des endroits loin de ces bases-là, donc ça crée un problème, ça crée une tension entre les Émirats, plutôt ces pays-là, et l'Iran. Donc nous sommes face dans la guerre, vous ne pouvez pas être très précis rappelons que 180 filles ont été tuées dans un bombardement dans une école. Donc on a tué délibérément en Iran une école de filles de primaire et 180 morts, c'est inouï. Donc et on tue aussi des civils, sont morts dans cette guerre-là. Par contre, les Iraniens sont en train de cibler des cibles militaires. Badis Khnissa, sur la solidarité affichée de l'Algérie avec le mot du président de la République qui affiche justement sa solidarité avec ces nombreux pays arabes qui ont été touchés par les missiles iraniens encore aujourd'hui. D'abord, moi, je suis peut-être en désaccord avec toi, Kamal, parce que pour moi, rien ne justifie l'agression d'un pays souverain. Juste sur ça, pardonnez-moi, Badis Khnissa, juste sur le mot du président de la République, non, et puis on répondra. J'y viens, parce que justement, c'est lié. Cette réaction du président de la République, elle est à l'image, justement, de notre diplomatie d'équilibre. Une diplomatie qui défend l'oppressé, qui défend l'agressé. Non, on ne peut pas défendre un agresseur.
Combien même, effectivement, on est en temps de guerre, on est dans une guerre non conforme, effectivement, mais je pense que le message du président de la République, pour répondre à votre question, et peut-être après on débattre davantage sur les dessous, c'est que le président tient à rappeler d'abord, encore une fois, cette diplomatie de solidarité de l'Algérie, ancrée notamment dans l'ADN diplomatique algérien. Le président de la République l'a matérialisé par, y compris des appels téléphoniques avec les chefs d'État, notamment des pays du Golfe. Il a instruit aussi le ministère des Affaires étrangères à s'entretenir avec les ambassadeurs, comme pour rassurer, comme aussi pour rappeler le rôle pivot de l'Algérie, notamment dans cette diplomatie des conflits, à savoir que l'Algérie se tient vent debout aux côtés des pays oppressés, des pays agressés aujourd'hui, y compris par les missiles iraniens, combien même c'était du ciblage sur des intérêts américains. Il n'en demeure pas moins que nous déplorons malheureusement parfois des dommages collatéraux, des pertes humaines dans certains pays, puis surtout aussi la frustration de cette population, notamment qui vit une guerre par procuration, qui vit une guerre qu'elle n'a pas demandée. Donc, et puis surtout sur la sémantique elle-même. C'est-à-dire que le président de la République rappelle aussi, dans ce message, d'une manière très limpide et très équivoque, qu'il faut aller ou privilégier le langage du dialogue, le langage des pourparlers, le langage des négociations. D'abord, par question de principe, puisque notre diplomatie est basée, fondée sur les principes, à savoir la souveraineté effectivement des États, mais surtout aussi la paix et les solutions pacifiques. Oui, je l'accorde que nous avons affaire à un État voyou qui est l'entité sioniste, qui ne croit en rien, encore moins à l'ONU, encore moins au Conseil de sécurité et ses résolutions et son droit international. Il n'en demeure pas moins aussi, et ça a été rappelé par le président, il faut revenir aux tables des négociations pour ne serait-ce qu'asseoir le postulat de l'Iran qui, lui, aujourd'hui, dès les premières heures, a revendiqué, comme pour la guerre de 2025 du mois de juin, a revendiqué la violation du droit international. Donc on ne peut pas réclamer l'application du droit international et le violer au même temps. Donc je pense que c'est un appel aussi au retour à la raison du président de la République, lui qui nous a habitués effectivement dans toutes ces rencontres, y compris parfois sur certains conflits, sur certaines régions conflictuelles, que rien ne vaut le langage de la paix et qu'aujourd'hui les armes doivent se taire pour laisser place, encore une fois, d'abord au Conseil de sécurité, laisser place au droit international, laisser place aussi à la raison, les médiations. Beaucoup de pays, moi j'étais frappé de voir qu'un pays comme le Sultanat d'Oman, qui n'a pas daigné, qui a épuisé beaucoup d'efforts notamment et d'énergie pour pouvoir trouver des solutions pacifiques, il se retrouve aujourd'hui en ligne de mire. Ceci est inacceptable, malgré, encore une fois, malgré les violations multidimensionnelles de la part de l'entité sioniste. Mais encore une fois, notre président de la République donne, encore une fois, cette image consolidée d'une Algérie solidaire, d'une Algérie dans l'entraide, une Algérie de l'écoute, du dialogue, de la concertation, de la collégialité notamment entre les pays. Et c'est aussi comme pour dire, nous sommes à vos côtés dans ces heures, encore une fois, sombres, dans ces heures aussi, je rappelle, c'est un cataclysme géopolitique que nous sommes en train de vivre, qui pourrait avoir une onde de choc internationale et planétaire. Il faut le rappeler, ça on pourra en parler peut-être sur les conséquences plus tard. Il y a le ministre des Affaires étrangères, Abbas Araghchi. On a beaucoup critiqué l'Iran sur les frappes concernant ces pays arabes. Abbas Araghchi, aujourd'hui, a fait un communiqué de presse à l'endroit de ces pays arabes en disant qu'il ne visait pas ces pays mêmes. Kamal Mansouri a parlé de dommages collatéraux dans la majorité des cas, mais qu'il visait simplement des intérêts sécuritaires et militaires américains, ce que reconnaît d'ailleurs le droit américain. Quand il y a une base américaine dans un territoire, c'est considéré comme être sous une juridiction américaine. Les bases n'ont pas été visées simplement dans les pays du Golfe, y compris en Irak. Donc là où se trouvent des bases, les Iraniens les ont attaqués. Je reprends simplement le communiqué du ministre des Affaires étrangères. C'est sa réponse parce qu'on ne l'a pas entendu. C'est-à-dire, au-delà de ce que dit le ministre iranien, moi je reste focalisé sur la position algérienne. C'est-à-dire la position algérienne, elle est très sage. Elle est principielle. Le premier communiqué a dit clairement que l'Algérie était pour une solution diplomatique et que le sultanat d'Oman était à deux cheveux de trouver une solution. Et c'est dommageable pour tout le monde. Cette solution diplomatique n'a pas été retenue. Ça, c'est le premier communiqué algérien. Le second communiqué
où on parle de solidarité avec les pays arabes. Bien entendu, hein, l'Algérie est souveraine. C'est elle qui donne le là, hein, sur ces questions. Elle ne suit pas, hein, elle n'est pas dans le suivisme. Et donc, l'Algérie a estimé qu'il était dans l'intérêt suprême de la nation, hein, d'être avec ces États arabes qui sont nos frères et nos alliés. Et donc, un communiqué a été fait dans ce sens. Je pense que c'est une position véritablement respectable, sage, et je ne peux rien ajouter là-dessus. Voilà. Donc, la sagesse de l'Algérie s'exprime profondément et d'une manière très claire, dans le sens où elle ne condamne pas tout à fait l'Iran. Donc, parce que l'Algérie respecte le droit international et c'est un État qui respecte le droit des peuples de se défendre lorsqu'ils sont agressés. Et en plus de ça, elle cherche justement à faire en sorte à ce que la diplomatie prime. Elle appelle à ça. Lorsqu'on revient au premier communiqué du ministère des Affaires étrangères, il commence par quoi? Il commence par le fait de déplorer le fait que lorsqu'il y a eu des avancées diplomatiques qui ont été enregistrées, on voit que la guerre a pris le dessus, c'est-à-dire que l'agression. D'ailleurs, le premier rappel était de dire que nous étions dans une voie diplomatique tout à fait claire et qu'elle a été un ratage, tu vois, un échec. L'Algérie a rappelé souvent la désescalade. Hein, oui, aussi, oui, bien sûr, parce que nous sommes dans une séquence qui dure depuis plusieurs mois. Ce n'est pas aujourd'hui. L'Algérie ne découvre pas ce conflit. Elle est en train de l'accompagner sur le plan diplomatique. Nous sommes un pays membre de la Ligue arabe, donc on est forcément proche des pays arabes, ça c'est certain. Mais c'est le plus important pour l'Algérie de dire que cette guerre a été menée dans des objectifs qui contrarient l'effort diplomatique. Nous avons toujours défendu le principe de la diplomatie, que ce soit dans la question ukrainienne ou russe, que ce soit dans la question du Proche-Orient, tous les conflits qui nous ont été imposés ou qui se déroulent actuellement, l'Algérie a prôné la solution diplomatique. Lorsqu'on voit le message du président de la République adressé à Mohammed Ben Salman, il y a certes cette solidarité qui la rappelle, la proximité avec le peuple saoudien, et qu'il a demandé voir que ce pays-là est important pour l'Algérie. D'ailleurs, il l'a dit plusieurs fois. Mais ce qui est important aujourd'hui, ce n'est pas l'individualisme, ce n'est pas le cas par cas. Nous sommes dans une vision globale. Il y a certes 7 pays qui ont été agressés, mais nous sommes dans une vision globale. Cette vision globale qui est de revenir à la table de négociation et que l'Algérie a toujours défendu et milité pour. Donc les messages du président de la République et ceux des Affaires étrangères convergent vers cet appel à revenir à la raison et non pas simplement dire que nous sommes des amis avec les... Certes, nous le sommes, mais revenons à la table de négociation et revenons au fait qu'il n'y a pas de solution militaire qui impose, parce que la solution militaire prônée par les États-Unis est en train de causer des dommages aux pays qui n'étaient pas concernés. L'Arabie saoudite a conclu un accord stratégique avec l'Iran pour pouvoir justement balayer des années de discorde et de ressentiment entre les deux peuples et les deux États. Aujourd'hui, l'Algérie veut que cet état de fait revienne et qu'on revienne, que ce qui est prôné en Occident par Israël surtout, ne marche pas et ne peut qu'amener à une désolation et une déflagration au risque incontrôlable. J'ajouterais juste un petit point. Allez-y, je vous en prie. C'est le fait que l'Arabie saoudite, un des États pivots dans le monde arabe, c'est un pays qui n'a pas normalisé ses relations avec Israël. Donc, il est tout à fait normal que nous soyons... Non plus. Absolument. Mais l'Arabie saoudite, c'est quand même un autre poids, c'est une autre dimension. Même au sein de l'OPEP, c'est 10 millions de barils par jour. Donc, l'Arabie saoudite, c'est un pays important. Donc, ce pays n'a pas normalisé avec l'entité sioniste. Donc, il était tout à fait normal que l'Algérie se solidarise avec ce pays important. Voilà. Ce n'est pas parce que l'Arabie saoudite n'a pas normalisé que nous sommes solidaires avec elle. Non, nous sommes solidaires avec un pays avec lequel nous entretenons des relations ancestrales depuis la guerre d'Algérie. C'est un pays ami qui a beaucoup fait pour l'Algérie et l'Algérie a beaucoup fait pour ce pays. Donc c'est cette postulat qui dicte la politique algérienne
vers l'Arabie Saoudite. Non, je suis désolé. On n'est pas en train de dire tu n'as pas normalisé, je suis avec toi. Parce que nous n'intervenons pas dans les affaires, S'il vous plaît. Nous n'intervenons pas dans les affaires internes saoudiennes. Ça, c'est votre point de vue et je le respecte. C'est pas un point de vue, c'est des faits. Non, c'est pas des faits. Ça, c'est un point de vue. Moi, mon point de vue est différent. Je dis que l'Arabie Saoudite n'a pas normalisé avec l'entité sioniste. Parler des accords d'Abraham. Absolument. Et de ce fait, elle a, j'allais dire, signé un rapprochement avec l'Algérie. Ça, c'est un fait. Nous avons de bonnes relations avec l'Égypte, qui a normalisé, la Jordanie qui a des relations avec l'Israël. Nous avons de bonnes relations avec des pays qui ont des relations avec Israël. C'est justement, c'est pas du tout ça qui prime dans les relations entre Alger et Riyad. Bon, on ne les mettra pas d'accord. C'est Ben Isrissa qui a mis le facteur de la diplomatie sur la table. C'est vrai que la diplomatie, en termes de principe, c'est encouragé par le droit international. Mais comment encore conjuguer le mot diplomatie quand il y a dans l'équation l'entité sioniste, quand on tue par exemple l'ayatollah Khamenei qui représente 250 millions de personnes, quoi qu'il arrive, la blessure restera au-delà de peut-être la séquence qu'on est en train d'observer. Je pense qu'à titre individuel, effectivement, les États se doivent, comme l'Algérie en premier lieu, à commencer effectivement à rappeler à l'ordre un peu les belligérants de cette guerre. Cette guerre que je rappelle est une guerre par intermittence, et là peut-être on revient sur les changements de paradigme, notamment de ces guerres aujourd'hui, qui sont des guerres blitzkrieg, mais à laquelle croyait effectivement Donald Trump, mais qui aujourd'hui s'inscrivent dans le temps, des guerres d'usure, des guerres cognitives, mais par contre avec des victoires plus narratives que sur le terrain, puisque la supériorité militaire ne signifie pas la victoire. Et ça a été démontré avec l'Iran lors de la séquence de juin. Maintenant, oui, c'est une question pertinente à laquelle on doit revenir d'abord sur les dynamiques individuelles des États. L'Algérie a été précurseur, notamment avec cet appel diplomatique à la retenue, au retour à la raison, au retour à la diplomatie, aux solutions politiques et non pas militaires, quand on sait que nous vivons dans une architecture sécuritaire commune, collective. Aujourd'hui, le cataclysme, le séisme géosécuritaire qui se produit en ce moment dans cette région, qui est une poudrière de nature, par essence, peut avoir des ondes de choc sismiques, sécuritaires sur d'autres pays. Donc c'est pourquoi le président de la République rappelle aussi cette notion peut-être entre les lignes, en filigrane, que ce qui se trame aujourd'hui là-bas nous concerne aussi. Nous concerne malgré qu'on est à quelques milliers de kilomètres. La diplomatie maintenant, c'est comme vous l'avez dit, c'est plusieurs acteurs. Il y a une diplomatie bilatérale, donc là on peut parler d'un État à un autre, puisqu'on voit qu'aujourd'hui on est dans une voie sans issue. Il y a la diplomatie, bien évidemment, de groupes, donc d'institutions, d'instances, d'espaces, notamment. Ça a été évoqué, l'espace arabe, mais pas que. On a aujourd'hui, en premier lieu, à laquelle on pense, c'est le droit international, donc c'est l'ONU, c'est le Conseil de sécurité, c'est la situation d'urgence dans laquelle nous vivons, dans laquelle nous devons prendre des positions au-delà, effectivement, d'appeler à la retenue. Nous avons vu le secrétaire général... Est-ce qu'on est encore dans ce cas de figure avec The Board of Peace de Donald Trump, avec Netanyahou qui ne respecte ni la CIJ ni la CPI, avec des pays qui ont aussi participé à l'inauguration de Trump avec son Board of Peace qui voulait clairement faire de l'ombre à l'ONU. Il lui dit lui-même, les mandats de l'ONU pour apporter la paix ont échoué. C'est pas faire de l'ombre, j'irai plus loin encore. C'est exactement là où je veux en venir. C'est exactement là où je veux en venir quand je parle de diplomatie de groupe. Aujourd'hui, nous assistons au-delà de l'analyse et l'expertise militaire, stratégique et géosécuritaire et géopolitique de l'équation, nous assistons aussi malheureusement à un épisode, je dirais, catastrophique pour la diplomatie planétaire mondiale. C'est quoi? C'est l'érosion du droit international. C'est la délégitimation du Conseil de sécurité, notamment en matière de caisse de résonance, en caisse d'action. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de communiquer, nous avons besoin d'action. Pourquoi? Parce que c'est toutes les fondations sécuritaires de la planète qui reposent sur cette équation, sur cette architecture. Aujourd'hui, quand vous délégitimez un Conseil de sécurité, quand vous délégitimez le droit international, vous faites place à l'anarchie. Vous faites place, au fait, à l'hégémonie. Vous faites place à la loi du plus fort, à la loi de la force et non pas la force de la loi. Vous faites place, effectivement, à non plus le multilatéralisme constructif, mais la stratégie des blocs. Et Donald Trump est un fervent croyant, notamment sur les blocs. D'ailleurs, ou vous êtes avec lui, ou vous êtes contre lui. Donc, c'est
tous ces glissements tectoniques, notamment de cette diplomatie qui devient inquiétante, qui fait qu'aujourd'hui nous sommes en train de vivre, et c'est l'Iran, j'ai envie de vous dire, qui le paye au devant de la scène. Malheureusement, demain, ça peut être d'autres pays, même si on a évoqué effectivement le Venezuela et d'autres pays. Aussi, mais encore une fois, je reviens sur les critères. Quels sont les critères? Expliquez-nous quels sont les critères, notamment pour pouvoir évaluer un pays, qu'il est in ou out, qu'il est stable ou instable, qu'il est du bon côté ou du mauvais côté. Et c'est là où le bas blesse, j'ai envie de vous dire, et c'est là où le glissement s'opère. Vous évoquez l'antitétionnisme, effectivement. L'antitétionnisme, depuis la fondation, depuis Ben Gourion, il avait évoqué qu'à aucun moment, il ne fera ni référence, encore moins être comptable au Conseil de sécurité. Entendons-nous là-dessus, c'est-à-dire qu'on n'est pas étonné vis-à-vis de l'antitétionniste. L'antitétionniste croit aujourd'hui, dur comme fer, qu'il faut capitaliser la séquence du mandat de Donald Trump pour pouvoir justement dessiner une nouvelle géographie au Moyen-Orient. Et je conclurai là-dessus aussi. On a été prévenus, messieurs. Il faut rappeler que Netanyahou, et avant lui, avec Netanyahou, on avait évoqué cette nouvelle carte du Moyen-Orient dans laquelle aujourd'hui il se pavane, ce Netanyahou, ce génocidaire, effectivement, pour dire nous avons réussi des coups magistraux, à savoir comment redessiner, comment changer, ou comment même redistribuer les cartes géopolitiques. Et là, je reviens un peu sur les accords d'Abraham, où pour certains étaient peut-être un phénomène un peu passager, pour d'autres, finalement, je prends l'exemple du Merzen, un levier, je dirais même humiliant, quelque part. Mais toujours est-il, nous faisons face aujourd'hui à un défi, non pas de la région, un défi planétaire, dans laquelle, encore une fois, nous devons revenir à une diplomatie coercitive. Je dis bien, c'est peut-être un oxymore dans la même phrase, mais on a besoin à un moment donné de passer aux actes et de passer par exemple aux sanctions. Rappelez-vous le génocide à Gaza, quand on a commencé à voir une dynamique défavorable à l'antitétionniste, avec une société civile qui va à l'encontre notamment justement du narratif de l'antitétionniste, nous avons commencé à avoir une fragilisation de l'antitétionniste elle-même et de son système politique incarné par Netanyahou. Donc c'est une dynamique commune, collective, dans laquelle on a besoin de cap, et ce cap reste ad vitam aeternam, et doit rester ad vitam aeternam, le droit international. Karim Belgassem, il y a une série d'événements qui nous incitent à découvrir le nouveau ADN de la politique étrangère de Trump. Je veux parler du document de la stratégie de sécurité nationale qui a été diffusé fin décembre, où pratiquement tout y est. C'est-à-dire que les États-Unis continueront à se déployer là où leurs intérêts les forceraient à le faire. On peut aussi rajouter la réunion de Marco Rubio à Munich, où il parlait d'une civilisation occidentale qui défendait ses intérêts, où il mettait la force au milieu du moteur ou de la dynamique de la civilisation occidentale. D'ailleurs, il a fait la leçon aux Européens en disant qu'il fallait laisser plus de place au mouvement souverainiste. Et il n'y avait pas un mot consacré à la diplomatie. C'est ça le monde dont rêvent certains pans, certaines figures du cercle de Trump, donc Trump lui-même. C'est ce qu'on voit aujourd'hui avec l'Iran. Effectivement, je rejoins parfaitement ce qu'ont dit mes confrères à l'instant. Le droit international n'existe quasiment plus et le mot diplomatie n'est plus qu'un vain mot. Malheureusement, c'est pour ça que la diplomatie algérienne et le message du président Abdelmadjid Tebboune est très importante. Et vous avez raison de rappeler, Karim, cet événement où M. Rubio a fait la leçon aux Européens à Munich et leur a bien fait comprendre qu'ils étaient non seulement partie négligente, mais aussi une société décadente et en perdition, et que les États-Unis seraient là pour quelque part pour les sauver, pardon pour cette image. Donc ça suit aussi la création de ce conseil, ce board qu'a créé Donald Trump, qui est une alternative aux Nations Unies, qui est un cercle fermé, je dirais, de pays plus ou moins serviles aux États-Unis. Et on voit aujourd'hui la situation et ses conséquences. Je reviens une nouvelle fois aussi pour répondre à votre question sur l'histoire de la Chine. Votre confrère avait dit la Chine, en fait, adopte cette stratégie, gagner la guerre sans mener la bataille. Effectivement, la Chine adopte cette stratégie de laisser les États-Unis s'enliser
dans cette région et profiter d'un affaiblissement américain, puisqu'en cas de crise économique mondiale, la Chine dispose de plus de réserves stratégiques et les pays occidentaux seront de plus en plus vulnérables. Et pour ce qui concerne l'Arabie saoudite dont vous avez parlé, qui avait failli signer les accords d'Abraham en 2023, cette réconciliation entre l'Arabie saoudite et l'Iran est aussi à mettre au crédit de la Chine. Donc il y a l'idée non seulement pour les Américains de torpiller l'émergence de la Chine, mais de confirmer que les anciens alliés d'autrefois, les Européens, ne sont que portions congrues dans ce nouvel ordre mondial, puisque les Européens font preuve d'une certaine naïveté avec ces fameux dividendes de la paix qui étaient un peu leur mantra ces dernières décennies, et donc le révèle est assez douloureux pour les pays européens. Imaginez que même un pays comme la France n'a pas du tout été averti des bombardements prévus sur l'Iran. C'est dire combien la France et puis l'ensemble des pays européens sont considérés comme portions congrues. Donc effectivement, on arrive à cette situation d'un nouvel ordre mondial complètement disloqué, avec une certaine violence, puisque quelque part, et c'est là tout le cynisme, c'est que les BRICS, la Russie et la Chine se veulent quelque part une alternative à ce nouvel ordre mondial plutôt violent. Rappelez-vous ce qu'a dit M. Poutine. Il a dit que cette agression des États-Unis est contraire au droit international, alors que M. Poutine et la Russie sont totalement diabolisés dans les pays occidentaux par rapport à l'annexion de la Crimée, par rapport à la guerre avec l'Ukraine. Pardonnez-moi, je vous laisse continuer juste après, puisqu'on me signale qu'il y a une troisième coupure publicitaire. On revient tout de suite après pour reprendre les échanges. À tout de suite. Moyen-Orient, escalade, dernière partie. Nous parlions avec Karim Belkacem au sujet des conséquences, évidemment, de ces bombardements sur l'Iran. Il nous évoquait, bien entendu, le rôle de la Chine, indirectement le rôle de la Chine. Karim Belkacem, je voudrais vous entendre sur le détroit d'Ormuz qui risque d'être fermé d'une minute à l'autre. On parle d'obstruction, on parle de certains tankers qui sont encore bloqués. On se rappelle que Trump a décidé d'attaquer l'Iran un samedi, donc jour férié pour les marchés. Demain, c'est donc l'ouverture des marchés. On s'attend à un baril qui aurait nettement augmenté. Un mot sur ce facteur, cette clé qui est le détroit d'Ormuz dans ce dossier iranien. Bien entendu, il y a entre 20 et 25% de la production de pétrole mondial qui transite par ce détroit. L'Iran a souvent menacé de fermer ce détroit en cas de crise grave avec les pays occidentaux. Et là, l'Iran va, je dirais, appuyer sur le bouton rouge, puisque de toute manière, les Iraniens n'ont plus rien à perdre. Ils vont utiliser tout ce qui est en leur pouvoir pour défendre leurs intérêts, quelles que soient leurs conséquences. Je dis quelles que soient leurs conséquences parce que ce n'est pas forcément dans l'intérêt de l'Iran de bloquer ce détroit, mais vu la situation dans laquelle ils sont et dans laquelle nous sommes, ils sont prêts à actionner ce levier, à perturber le marché mondial, dont les Occidentaux paieront, et c'est principalement les Européens, paieront le prix à la fois économique et diplomatique. C'est, vous l'avez souligné, la méthode de Donald Trump d'effectuer une guerre le samedi lorsque les marchés sont fermés et de voir les réactions de ces marchés des marchés occidentaux. Effectivement, il va falloir suivre ça avec beaucoup d'attention et voir aussi comment Donald Trump va réagir, puisqu'on sait que l'économie est un élément très important, que les conséquences de cette crise ne seront non négligeables. Donc, le détroit d'Ormuz est à la fois un détroit stratégique pour l'Iran, pour les pays voisins, mais également pour
pour les États-Unis. Et justement, Londres a accepté que les États-Unis utilisent des bases militaires pour braquer des sites des missiles iraniens. Ça, c'est une nouvelle qu'on a appris il y a quelques secondes, qui souligne et aussi l'engagement des pays européens dans cette guerre, puisque la France, l'Allemagne et les Royaumes-Unis se disent prêts à des actions défensives proportionnées pour détruire les capacités militaires de l'Iran. Donc, on est en plus dans une guerre psychologique avec une phase d'engrenage, avec aussi une implication des pays européens qui, je le disais tout à l'heure, sont de plus en plus vassalisés et puis dans le même temps méprisés par les États-Unis. Donc quand on parlait de refiguration du monde, ce n'est effectivement pas une expression jetée en l'air comme ça. Donc effectivement, le détroit d'Ormuz risque d'être le théâtre assez original, je dirais de ce qu'est le monde d'aujourd'hui, ce monde multipolaire avec les conséquences qui peuvent être désastreuses. Mais puisque je parlais de la Chine, il faut souligner quand même le silence, alors je dirais pas le silence, mais les réserves et les contestations du bout des lèvres de la Chine et de la Russie. Je pense que c'est un élément qu'il faudra suivre également de très très près. Le silence, mais d'après des journalistes aux États-Unis, on dit que ce sont les services de renseignement chinois qui ont donné l'information sur le fameux radar du Qatar, le AN/FPS 135, capable de détecter des missiles balistiques à 5000 km. C'est-à-dire que, si on comprend bien, et si on voulait schématiser, on dirait que les États-Unis sont un peu aveuglés en ce moment, puisque ce radar était la clé de l'observation des États-Unis dans la région. Mais on va en parler, Karim Belkacem. Je voudrais qu'on reste un tout petit peu sur le facteur du détroit d'Ormuz. Lamine Chikri, je crois que vous aviez des informations à nous apporter par rapport à ça. Non, juste pour dire que demain lundi, on aura donc des indications importantes sur le prix du baril. Très probablement, il va y avoir une petite augmentation. Mais ça évoluera avec le temps du conflit, hein. Plus le conflit plus le conflit va s'enliser et plus les prix du pétrole vont augmenter. Qui arrange les Américains. Oui, ça arrange les Américains. Exportateur. Oui, d'un côté, mais d'un autre côté, ce n'est pas du tout ce que veut Trump, parce qu'un prix élevé ne sera pas accepté par le peuple américain, par les Américains à l'intérieur. Et donc, lui, il a un problème à l'intérieur, c'est de contenter un peu ses électeurs pour le mid-term en novembre. Donc, des prix très élevés ne seraient pas une bonne affaire pour Trump dans l'absolu. Ça, c'est un premier point. Le second point, je sais que l'OPEP a anticipé en annonçant une augmentation de production de 200 000 barils jour. Donc c'est un peu pour essayer de calmer un peu les marchés, qu'il n'y ait pas un peu de panique dans les marchés. Donc, mais le facteur temps sera déterminant de mon point de vue. Si ça dure longtemps, les prix vont exploser. On parle de 80-90 dollars le baril. Si ça reste 4-5 jours, une semaine, donc ça tournera autour de 75 et dès que ça s'arrêtera, ça va rebaisser vers un peu 60, 55. Voilà, c'est un peu ce que disent un peu les spécialistes qui suivent un peu la question du pétrole. C'est vrai que tous les regards sont aujourd'hui portés sur le fameux détroit d'Ormuz, dont les conséquences avec la fermeture seraient complètement difficile, non seulement pour les marchés, pour les Européens et pour l'ensemble des pays dans la région. C'est-à-dire déjà, cette série de bombardements en Iran pourrait avoir des conséquences indirectes sur l'ensemble des pays. C'est une guerre régionale, mondiale, pardon. Oui, surtout qu'aujourd'hui, on a vu que les batailles navales ont commencé. Les Américains annoncent qu'ils ont détruit une frégate iranienne. Les Iraniens disent qu'ils ont attaqué Lincoln. Donc, nous sommes dans une véritable tension devant le détroit d'Ormuz, mais en même temps, ce qui pourrait faire changer la donne, c'est-à-dire, c'est vrai que l'aspect économique joue un rôle très important. Qu'est-ce qui pourrait faire reculer l'administration Trump dans cette guerre? C'est 3 éléments. D'abord, le Dow Jones, s'il s'écroule, donc c'est franchement une sonnette d'alarme pour Trump. Donc ça va le faire reculer. Le prix du pétrole qui augmente. Aujourd'hui, la dernière nouvelle, il s'est arrêté à 73,04. Donc ça peut augmenter, comme le disait Lamine. Et si ça augmente, ça va avoir des répercussions sur le prix du gallon
du carburant aux États-Unis. Donc c'est aussi un drame. Et la troisième, bien évidemment, ça sera que cette guerre dure et que cette campagne n'a pas de perspective, parce que pour le moment, il n'a pas de plan. Le plan était de faire tomber... On parle de Trump, hein. Oui, il n'a pas de plan, il n'y a pas de vision. C'est-à-dire le plan était au départ d'attaquer, de faire tomber ce régime. Aujourd'hui, il ne peut pas le faire. On voit que justement, ce qui a été fait a suscité justement l'effet contraire, notamment auprès de la population iranienne. Et aussi à l'intérieur des États-Unis, il y a ces voix qui reviennent et qui disent, notamment au sein de l'administration, c'est-à-dire ceux qui sont proches des décisions à Washington, disent que cette guerre n'a pas de perspective. On a vu ce qu'a dit Larry Gramson, c'est un ancien général de l'armée de la CIA, qui a dit qu'est-ce que ça pourrait rapporter cette guerre aux États-Unis. Donc c'est un danger. On voit aujourd'hui ce qui est proposé, c'est de trouver une porte de sortie pour revenir à la table de négociation. Parce que ce qui fait fonctionner ou ce qui fait agir Trump, c'est l'aspect commercial et mercantile, donc les gains financiers. Qu'est-ce qu'il va y avoir s'il y a des pertes financières? Et le troisième, et aussi c'est un autre élément important, c'est le nombre de victimes. Plus il y a des cercueils qui reviennent aux États-Unis, plus l'opinion publique américaine va sonner, va rugir et dire que cette guerre est finalement en train de tuer nos enfants et n'apporte rien aux États-Unis, aux Américains, à part des cercueils, un prix de baril qui flambe, et en plus un Dow Jones qui s'écroule. Parce que la véritable moteur de l'administration américaine, depuis qu'il est venu, ce sont les profits financiers. Qu'est-ce que je gagne? C'est pour ça qu'il a mené cette bataille des tarifs. Aujourd'hui, on constate que où va cette administration avec cette guerre? On en pose la question, elle est posée un peu partout, c'est-à-dire protéger Israël au détriment de l'opinion américaine, au détriment de la population américaine, ou s'enliser dans une guerre dont ils n'ont pas de perspective, parce que l'objectif initial, comme je vous ai dit, était de faire tomber ce régime. Le régime n'est pas tombé, il a montré qu'il était solide. Et en plus, il y a les risques. Pardonnez-moi, pour faire tomber un régime, il fallait déployer des hommes sur le terrain. Oui, bien sûr. Non, c'est impossible de faire... Au départ, j'ai expliqué qu'il était impossible de faire tomber cet État, parce que ça conduirait par les frappes aériennes, il faut une force terrestre, ce qui est difficile en raison de la géographie, la nature du pays, et puis la population, 95 millions d'habitants, c'est extrêmement difficile. Elle n'est même pas envisageable. Et si elle était envisageable, les Américains l'auraient fait au Venezuela. Le Venezuela aurait servi de test grandeur nature, ils ne l'ont pas fait, donc ils ont pris le Maduro, et tout est réglé. Aujourd'hui, faire tomber l'État, impossible. Et puis, il y a le risque sécuritaire pour la région. Imaginez un effritement de l'État iranien, les répercussions vont tomber non pas sur le plan. Là, ça sera vraiment, parce que le risque qui est, si l'État tombe, c'est que non seulement les prix du pétrole vont flamber, mais il y a aussi un risque sécuritaire énorme qui va être géré et subi par les pays de la région. Les Émirats, c'est quelques centaines de kilomètres des territoires sans parler des îles. Le Bahreïn, c'est un État qui va être vraiment balayé par la menace sécuritaire, parce qu'on repense toujours au scénario de l'Irak, qui va récidiver, ça a donné lieu à des organisations terroristes, ça a donné lieu à une véritable marée des groupes terroristes, notamment Daesh et tout. Donc c'est ce risque-là et cette peur-là qui est aujourd'hui posée sur la table, que ce soit au sein des décideurs américains, ou c'est-à-dire ceux qui gravitent autour du centre des décisions, sinon y compris les pays de la région, ce seront les premières victimes et de cette guerre si demain un effondrement de l'État iranien se concrétise. Eh bien, il y a 15 jours, il y a la CIA qui avait diffusé un rapport sur l'éventualité de la chute ou l'exécution de l'imam Khamenei, en disant qu'il y aurait les gardiens de la révolution qui prendraient le flambeau et que ces derniers ne manient pas l'arme de la diplomatie, mais plutôt l'arme militaire, c'est-à-dire qu'on parlait justement, ce que vous disiez, d'une radicalité du système iranien. Le conseil qui a été nommé, c'est un conseil de transition, donc il y a 3 personnes, mais pour la relève, on parle de Hassan Khamenei, le fils, mais lui, c'est au contraire, il est aussi radical que son père. C'est-à-dire, en termes de dureté, en termes de ligne dure, qu'il représente la ligne dure de l'État iranien. Il y a aussi
d'autres, mais celui-là, il est le plus, osons vu, pour remplacer le défunt Ali Khamenei. Mais toujours est-il que, pour le moment, ce n'est pas la priorité des Iraniens. La priorité, c'est de faire face à cette agression et de trouver évidemment les voies d'une sortie diplomatique telle que réclamée par l'Algérie. Parce qu'il faut rappeler une chose, que si l'Algérie réclame encore une fois cette option diplomatique, parce qu'elle n'arrange pas simplement, ce n'est pas pour trouver une porte de sortie aux Américains, mais pour maintenir la région et surtout pour une population iranienne qui subit depuis des décennies ce blocus économique et politique et financier, et pour que la crise ne s'embrase pas, pour que la région ne s'embrase pas, et que, bien sûr, la menace, on pense à nos amis saoudiens, à tous les pays qui sont amis avec l'Algérie dans la région, le Qatar, le Bahreïn et le Koweït, pour que ces pays-là ne subissent pas les soubresauts ou les conséquences de cette crise. Alors, Badis Renissa, durant presque 2 heures d'émission, on a essayé de voir quels étaient les points positifs de cette stratégie de Trump avec ces bombardements. Avec les midterms, les démocrates tablent sur une campagne sur l'aspect économique. On se rend compte que Trump, d'après les chiffres, a failli dans la désindustrialisation du pays. Aujourd'hui, en termes d'agriculture, les Américains sont déficitaires, c'est-à-dire qu'on n'arrive plus à se nourrir avec nos propres ressources. Le chômage est en train d'être augmenté. Il y a une inflation à 3%. Trump parlait, durant sa campagne, de remettre l'Amérique au travail avec les intérêts américains. Là, on se rend compte qu'il fait complètement le contraire. Donc, on boucle l'émission en disant à qui profite justement le crime. Le crime entre guillemets. Je l'avais évoqué tout à l'heure, effectivement, pour revenir au détroit d'Ormuz. C'est très important, si vous me permettez aussi, de réagir là-dessus, puisque je n'ai pas eu l'occasion. C'est que le détroit d'Ormuz, c'est un levier stratégique géoéconomique. Je m'explique. J'avais évoqué tout à l'heure cette notion de guerre d'usure. C'est quoi? Une guerre d'usure aujourd'hui où la question se pose, comme je l'avais fait à l'époque d'ailleurs au lendemain de la guerre d'Ukraine, où j'avais posé la question peut-être très simpliste, mais qui est importante et pertinente dans cette équation aujourd'hui, c'est que quand l'Europe a déclaré sa guerre économique envers la Russie, contre la Russie, j'avais dit, est-ce que l'Europe est prête à revenir à l'âge de pierre? Non. La Russie, oui. Puisque la Russie, pays d'embargo, pays qui effectivement a connu cette isolation notamment de l'Occident, a su s'adapter et avoir une production économique locale et nationale. C'est la même chose pour l'Iran. Un Iran qui connaît un embargo depuis des décennies, a su s'adapter aux mutations et notamment à la production, y compris économie de guerre, militaire, pour pouvoir produire son propre arsenal et son propre armement qui plus est, au diapason de la technologie internationale, qu'elle soit l'antitétionniste ou américaine. Et c'est ce qui d'ailleurs a contrebalancé et a faussé un peu les calculs aujourd'hui, notamment de l'antitétionnisme, mais pas que aussi, de l'administration Trump, puisque cette guerre d'usure, elle profite aussi, à travers elle, à une guerre géoéconomique, dans laquelle l'Iran, aujourd'hui, peut se targuer de dire qu'il peut rester aussi longtemps que possible, tant qu'effectivement il détient les clés, notamment, ces leviers stratégiques, ces leviers d'avantage. Quand on parle de détroit d'Ormuz, on a évoqué effectivement l'équation énergétique, où pour moi, il y a un choc énergétique incontournable. Mais qui dit choc énergétique dit effet domino. C'est quoi l'effet domino? C'est les armateurs et les assurances, ce qu'on appelle le war risk. C'est un passage aujourd'hui, certains experts mettent des projections de plus de 50% sur la facture de l'assurance des armateurs. Ça donne des conteneurs plus chers. Ça veut dire quoi? Les pays qui sont dépendants de l'importation, la facture va être salée. Je vous donne juste un ordre d'idée. Aujourd'hui, on est en train pour un navire de 100 millions de cargaison, 100 millions de dollars bien évidemment, on va passer de 205 000 $ d'assurance à 375 000 $. Juste, je ne sais pas si vous imaginez l'impact. Exact, l'impact. Ça avait un peu commencé avec Maersk, quand il y a eu des attaques Houthi. Exactement. Je prends l'analogie aussi avec la guerre de juin 2025, où effectivement il y a eu un pic du Brent à 80, sauf qu'aujourd'hui, M. Liamine, si vous me permettez, l'équation elle est différente. Pourquoi? Parce que nous avons des intérêts américains qui ont été attaqués. Contrairement à la guerre précédente. Nous avons une régionalisation du conflit qui aujourd'hui fragilise l'économie, l'équation économique et géoéconomique de la région et de la planète. Je l'explique aussi parce qu'aujourd'hui, il y a des experts qui disent nous avons des projections jusqu'à 108 $ du baril. Certes, il y aura un recul, mais aujourd'hui, pendant ce laps de temps,
qui est défavorable à l'Occident, un Occident qui jubile aujourd'hui. Bon, et défavorable aussi aux États-Unis, défavorable à une entité sioniste qui, rappelez-vous, juin 2025, n'avait plus d'armement pour contenir, avec son dôme de fer, les missiles iraniens. Aujourd'hui, les Iraniens sont clairement dans une stratégie très simple. Salve contre salve de missiles. Sauf que là, les réserves de l'Iran, elles sont méconnues, puisqu'il y a une production locale, il n'y a pas de dépendance via de pays tiers dans lesquels on peut avoir une traçabilité, où on peut dénombrer le nombre de missiles. Et d'ailleurs, à ce propos, le chef d'état-major iranien avait évoqué que d'autres technologies sont en lice pour être des surprises, pour essayer de contrebalancer l'avantage militaire. Et je conclurai juste rapidement, l'effet domino, c'est quoi? C'est l'inflation. C'est une inflation planétaire. Donc on va subir une stratégie exponentielle, notamment si on la compare avec l'Ukraine, tant sur l'énergie, mais aussi sur l'inflation des pays. Certains pays ne se relèveront pas. Ils n'auront pas peut-être l'occasion si la guerre d'usure s'inscrit dans le temps. Parce que là aussi, le cycle lent de cette guerre qui, là, du coup, est favorable à l'Iran, sera défavorable à l'Occident. Donc, in fine, il y aura certainement, et je reviens sur l'équation diplomatique, des pressions internationales, non pas pour les beaux yeux de l'Iran, mais pour essayer de sauver le soldat Ryan, pour essayer, sans jeu de mots, pour essayer de sauver effectivement les populations, les peuples européens qui sont très dépendants à cette équation. Et puis je conclurai aussi, Karim, il y a une autre conséquence, notamment qu'on oublie d'évoquer. C'est la conséquence, je dirais, de sécurité transversale. C'est quoi ? Au moment où on parle, j'ai vu le fil d'actualité, il y a une attaque terroriste aux États-Unis avec quelqu'un qui était habillé d'un drapeau iranien qui a tué 3 personnes américaines. C'est ça aussi la conséquence subsidiaire. C'est d'avoir des groupes non étatiques qui s'inscriront dans une espèce de représailles. Donc il y a un cataclysme terrorisme planétaire qui risque d'émerger. Et je conclurai juste là-dessus, et très rapidement, bien sûr, c'est que nous avons aussi, comme conséquence, une espèce de catalyseur de surarmement de plusieurs pays. Puisqu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on apprend de cela? C'est que c'est la loi du plus fort. Donc plus vous êtes armé, plus vous êtes à la pointe de l'armement et du renseignement, plus vous êtes prémunis, plus vous êtes préservés et protégés. Conclusion, signé Badis Rinissa, expert en questions internationales. Merci Badis pour toutes ces explications. Je remercie également Kamal Mansari, journaliste spécialiste des questions internationales, ainsi que Lamine Chiri, journaliste également. Merci d'avoir été des nôtres. Et j'oublie pas bien naturellement Karim Belgassem, géopolitologue qui nous a parlé à partir de Lyon. Merci Karim Belgassem, je vous dis à bientôt. L'émission spéciale se conclura ici. Merci de nous avoir prêté attention. Bonne suite des programmes sur L24 News et je vous dis à bientôt.